Loisirs Chasse et Pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche, le début de notre deuxième partie de saison. Vous savez ce que ça veut dire, ça? La chaleur s'en vient, les lacs vont finir par caler. C'est ça que ça veut dire, le départ de la deuxième saison. On s'en vient vers nos chasses, vers nos pêches. On est super contents. Ce soir à l'émission, on reçoit Guy-Paul Thibault, on parle d'armes usagées. On reçoit également Pierre Tremblay du groupe JD. On est avec la belle Suzanne Nature à l'extérieur. On vous présente un reportage premier de deux de notre chasse au cerf de Virginie sur l'île d'Anticosti. On vous parle également du shot show. Mais d'abord et avant tout, un sujet que je dois absolument amorcer parce que c'est un sujet qui a besoin d'un petit coup de pied, on va le dire. Registre des armes à feu ou registre des armes d'épaule. Vous le savez, on le voit passer beaucoup dans les nouvelles, on en parle. Plusieurs sont pour, plusieurs sont contre. Il y a des chiffres qui sont assez ahurissants dans la comparaison entre la quantité de gens qui ont acheté un permis de chasse en 2015 et les gens qui ont signé la pétition contre le registre des armes à feu. On y revient à la fin de mon petit speech. Là, il y a des choses qu'il faut comprendre. Vous savez, le Québec, on aime bien ça, faire des choses différemment des autres. On aime être distinct dans nos actions. L'ensemble du Canada a abandonné le projet, a abandonné le gars. Ils ont quitté le navire. Le registre des armes à feu, c'est pas un registre qui est viable. C'est un gouffre sans fin financier. Et on en a prouvé l'inutilité assez qu'on l'a abandonné complètement. Là, le Québec veut remettre ça en branle. Évidemment, il y a une partie de la population qui dit « bon, on est pour des questions de sécurité. » Et de toute façon, on voudrait mettre ça sous format utilisateur-payeur. Y croyez-vous vraiment? Là, j'ai des petites nouvelles pour tout le monde. Dans un premier temps, on vient de gaspiller 1,3, 1,7 million pour tenter d'aller rechercher les données du registre fédéral et les utiliser. Vous voyez comment on connaît notre dossier, hein? Parce que le registre fédéral avait, entre autres, octroyé le droit de faire des transferts sans enregistrement, ce qui veut dire que même si on irait chercher ces données-là, elles seraient erronées parce que le gars qui a acheté son fusil il y a, je sais pas moi, 15 ans, puis qui a changé de main 30 fois, eh bien, la donnée n'est pas bonne parce qu'elle est encore enregistrée au nom de ce gars-là. On connaît vraiment notre dossier. 1, quelques millions pour aller chercher ces données-là. Et là, on nous parle de quelque chose qui ressemblerait peut-être à 30 millions pour mettre en place un registre des armes d'épaule. Pensez vraiment utilisateur-payeur? Non, ça va se ramasser dans les taxes de tout le monde. Vous savez quoi? On n'en a pas de besoin. On a un PPA. Je le répète, je l'ai déjà dit. Lorsqu'on passe notre cours et qu'on va chercher notre permis de port et acquisition d'armes à feu, on est enquêté par la GRC. Donc, on nous attribue le droit d'avoir... On est dans un registre déjà, on est listé. Le policier, parce qu'on parle de sécurité, qui veut savoir si je suis armé, que j'ai un arme ou 42... J'ai jamais connu personne qui tire avec 42 armes en même temps. Le fait que j'ai un PPA veut dire que je peux être armé. Préparez-vous, ça se peut qu'il y ait des armes dans la maison. Bon. Je vais aussi voler un peu les propos de Louis Turbill. Je vous parlerai de son éditorial plus tard dans l'émission. Les automobiles sont toutes enregistrées, ont toutes une plaque d'immatriculation. Pouvez-vous prouver que ça empêche présentement la récidive, par exemple, au niveau de l'alcool au volant? Bien, c'est la même affaire pour les fusils. Qu'on les enregistre ou pas, ça ne changera rien. Et de toute façon, il y a déjà une forme d'enregistrement au travers du PPA. Vous le savez, qui a des armes et qui n'a pas d'armes. Les chiffres sont ahurissants. On parle de 345 734 permis vendus, tout gibier confondu, au niveau des grands gibiers en 2015. Ça, c'est les chiffres du ministère. Présentement, au niveau de la pétition à l'Assemblée nationale, celle qui est disponible sur le web, dont on va vous fournir l'adresse sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Vous rendez sur le Facebook, vous allez voir, allez signer. Vous êtes 30 000 à avoir signé. On est 300 000, 30 000. Ça veut dire on se dépêche, on va signer cette pétition-là, parce que présentement, le message qu'on envoie, c'est qu'il y a seulement 10 des possesseurs d'armes à feu qui ne veulent pas le registre. Message négatif, très, très négatif. On se convainc un peu, on prend 2 petites minutes, on s'en va là, on s'en va signer le registre, c'est très important. Prochain sujet, le shot show de Vegas. Ben oui, je me suis
porté volontaire pour aller faire un petit tour dans le Nevada au SHOT Show pour voir un peu de quoi ça avait l'air. Hein. C'est l'endroit où est-ce que tous les manufacturiers sont avec leurs nouveautés. Beaucoup aussi d'artisans de renommée internationale qui sont là. On va sur place découvrir entre autres une caméra de cible qui identifie les derniers cibles. Ça s'en vient au Québec, ça. Des tireurs de pigeons d'argile qui ressemblent à R2D2, 360 degrés de rotation à paliers multiples. Beaucoup de nouveautés dans les armes aussi. C'est énorme là-bas. Je peux vous dire qu'en 2016, on a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, certaines très farfelues comme des munitions multicolores pour départager les tirs d'un et de l'autre, par exemple à la sauvagine. Vous voyez quelques photos qui passent, on va vous en mettre aussi sur Facebook. Allez voir ça. De toute façon, il y a des informations sur le SHOT Show, sur toutes les nouveautés qui sont en vogue et qui vont arriver un jour ou l'autre, donc dans l'année 2016 au Québec. C'est à suivre. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, on vous présente le premier de 2 reportages de notre chasse aux cerfs de Virginie à l'île d'Anticosti. Cette partie d'émission vous est présentée par les coquineries Conserve artisanales. Dernier gros voyage de la saison pour nous autres. On se gâte un petit peu, on s'en va du côté d'Anticosti pour une chasse aux chevreuils, évidemment. Juste d'être sur l'île, c'est un privilège. On espère en plus de pouvoir récolter des beaux chevreuils. On est parti. Et c'est un départ pour l'équipe de loisirs chasse et pêche à l'aéroport de Montjoli pour un vol d'une 50aine de minutes. Depuis les airs, on aperçoit déjà la plus grande île du Québec avec 7 943 km² de superficie. Nos chasseurs de chevreuils sont bien fébriles d'atterrir à l'aéroport de Port-Meunier. Hey, comment ça va, toi? Ça va bien? En forme? Ben oui, bienvenue à Anticosti. Merci. Ah oui, content de te voir? Ben oui, ben oui. C'est Robin Plante de la CEPAC qui nous accueille, ainsi que notre guide pour la semaine, Yann Boulay. Le village de Port-Meunier compte une population totale de 240 habitants permanents. En fait, les chevreuils sont beaucoup plus nombreux. La population serait d'environ 166 000 bêtes. À Port-Meunier, ils sont même domestiqués, car la chasse y est interdite autour du village, tout comme dans le secteur de Baie-Sainte-Claire. Avant de partir à la découverte de l'île, un arrêt s'impose au poste d'accueil de CEPAC Anticosti pour y acheter les permis de chasse. Les groupes sans guide y recueillent l'information pour se rendre à leur chalet. Ils reçoivent aussi les directives sur l'essence et le réseau routier, sans oublier les précieuses provisions aux dépanneurs et à l'épicerie pour notre séjour de chasse. Une fois qu'on a fait tous les arrêts obligatoires, c'est le vrai départ en direction de notre secteur de chasse Brick avec notre guide, Yann. Une distance de 135 km est à franchir sur une belle grande route sécuritaire entre Port-Meunier et notre chalet, Brick-la-Roche. Sur notre chemin, nous avons le privilège de découvrir de magnifiques paysages, comme la majestueuse rivière Jupiter. La pureté et la transparence de ses eaux émeraudes en font l'une des plus belles rivières à saumon du Québec. En été, vous pouvez y pratiquer la pêche à la mouche sur une longueur totale d'environ 50 km. On est fraîchement arrivé à Anticosti. Je prends 2 secondes pour vous présenter ma gang. C'est la gang avec qui je vais d'habitude à Anticosti. Vous allez voir, c'est pas mal familial. Ma marraine, ma tante, Nicole. En arrière de moi, mon oncle Mario. Mario! Mon oncle Mario. Marc Lamère, un bon ami de la famille. Ça, c'est ma gang naturelle pour Anticosti. Donc, on a décidé de répéter cette année. Mais dans d'autres circonstances, si on peut se dire comme ça, Yann, notre guide, t'es en forme? Oui, super. Super content d'être rendu. Cette année, pour moi, c'est la première fois. On est en début décembre et on est sur un secteur que je connais pas de l'île, ton secteur Brick, qui est quand même un grand secteur. Oui, 70 km².
Génial. Fait qu'on a un terrain de jeu qui est super le fun, belle topographie. Mais là, conditions de chasse un peu différentes. Il y a de la neige. On fait quoi? Là, il y a de la neige. Fait que en haut du terrain. Fait qu'on va s'installer des caches. Oui. Puis c'est sûr, s'il fait fret beaucoup, ça crunch. On va essayer de moins marcher parce que ça fait peur aux chevreuils. Ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit parce que c'est comme du cornflakes. La migration, as-tu commencé? Pas encore. C'est plus... Ça, c'est plus là, vers la mer. 6-7 pouces de neige, ça va commencer, mais pas pour l'instant. Oui, c'est ça. Mais comme c'est là, il est en haut du terrain. OK. Fait que là, il y a des belles passes. Comme qu'on a vu tantôt quand on a descendu en voiture, on a vu des belles pistes, tout ça. Oui. Fait qu'on va s'installer des cages demain. Puis après ça, ben, on va voir le résultat. Le call répond-tu présentement? Oui, le call on va utiliser ça, rattling, call. Tranquillement. Le route n'est pas terminé. Non, le route n'est pas encore terminé. On commence à grandir tranquillement, faire un peu de rattling. Puis s'il fait fret, s'il fait fret, on va bien avoir du bon On est résultat. à la bonne place pour ça. Puis je pense qu'on a le bon guide pour ça, parce qu'à la fois, c'est déjà pas mal de fun avec. On se fait une bonne bouffe ce soir. Ouais. On va sur le terrain demain. On réagit au courant de la semaine. Merci de ton accueil. De rien, tout fait le monde, je plaisir. pense, est bien content de t'avoir comme guide. Super sympathique. Ouais. C'est à suivre sur Brick. Premier matin de chasse, on veut s'assurer que nos armes n'ont pas été désajustées de façon majeure dans le transport. Puis on va faire les petits fignolages de fin aussi avant d'aller à la chasse. Donc on s'installe, on tire quelques projectiles, voir où est-ce que ça en est avec cet ajustement-là. Là, Yann, tu viens de laisser Marc, l'entraîne numéro 8. Lui, il va aller se promener. Oui. Nous autres, c'est un peu différent de ton tournage. Tu nous prévois une cache. Oui, juste, tu vas continuer à pied, tu vas descendre, puis Oui. tu vois, j'ai fait une belle cache à droite, puis tu vois, il y a des belles passes par en haut, puis même ici, comme on peut voir, on voit des belles pistes oui. de boc, puis il y a des belles passes ici autour, fait que tu t'installes là, fait qu'à midi, autour de midi, je vais venir te voir, puis après ça, ben on va voir pas qu'on il va se passer après. Si on s'en prend une cache aussi, on s'en va marcher en sentier. Pas de trouble. Yes, c'est bon, on s'en va là-bas. Ouais. Merci. Hey, merde! On est en train de vivre de quoi tout simplement malade. On est sur l'île d'Anticosti, il y a eu une belle neige cette nuit. Les arbres sont recouverts de neige, c'est incroyable. La chance qu'on a d'être ici, là, moi je la connais cette chance-là. Je suis content d'être là. Là, ce matin, techniquement, il a neigé cette nuit, il a fait très noir. On est vraiment sur la fin du route, on est dans la première semaine de décembre. On est pas mal post-route, mais il y a encore des gros mâles qui vont sortir sur les odeurs puis sur le rattling. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire quelques petites stations d'odeur sans exagération. Donc, 2 diffuseurs d'odeur avec une urine de boc, évidemment de la ferme monette avec les phéromones dedans. J'ai aussi ajouté des phéromones dans du préorbital, comme Stéphane le fait souvent, pour aller faire quelques petites stations d'odeur en se gardant une certaine gêne. Et là, ce que je vais faire, oui, je vais faire du rattling quand même, parce qu'à ce temps-ci de l'année, les mâles dominants vont quand même répondre sur leur territoire, donc ça peut nous donner une bonne chance. Mais au départ, là, je suis content, on est chanceux d'être là, c'est vraiment beau. Restez là. Notre chasse aux cerfs de Virginie à l'île d'Anticosti se poursuit après la pause.
beau petit boc qui a traversé le chemin juste en face de nous autres. Malheureusement, moi, j'avais pas d'angle de tir. J'ai 2 bonnes épinettes qui étaient dans le chemin. Et je m'attendais à ce qu'ils ressortent dans une fenêtre qu'il y a près d'une rivière juste en face de moi. Et finalement, je l'ai vu piquer vers le bois. Fait que le tout pour le tout, je les ai dit, écoute, je vais essayer de l'interpeller un petit peu. Il n'entendait pas le grunt. On a le vent en face, puis il vente quand même pas mal. Puis je donne un petit coup de ratning, un petit coup avec mon sac. Il a vraiment pas aimé ça. Il a foutu son camp dans le bois directement. Donc, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il a embarqué dans le bois quand même assez facilement, puis il avait l'air d'avoir un sentier. Je suis monté voir de quoi ça avait l'air. Il y a vraiment une passe dans ce coin-là. C'est très, très, très pisté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été mettre des odeurs, j'ai été mettre de l'urine à 4 points bien précis qui peuvent les intéresser. Donc, au moins, faire une station où est-ce que le chevreuil va s'arrêter pour s'interroger sur ce que c'est. Question de me donner une meilleure fenêtre de tir sur ce côté-là, parce que c'est l'angle dans lequel j'ai le moins de possibilités de tir et ça semble passer dans ce coin-là. Donc, c'est ça. Premier matin de chasse dans le secteur brique, moi, j'aurais dû gager. T'aurais dû. Ma tante Nicole, qui est pas mal tout le temps en première, c'est celle qui nous fait la barbe. Première à récolter, une belle femelle par un beau petit matin enneigé comme ça. Génial. Contente? Très. T'es en train de faire la barbe au gars, va falloir attacher notre sucre. On va se forcer, là. Ouais, c'est pas fini. On s'en va dîner, puis on retourne dans le bois. On va aller égaliser ça. Fait que là, c'est ici qu'on laisse Mario? Oui, c'est on va laisser Mario. Mario, la cache est là. Oui. Le titre. Oui. Tu vois, là, il y a une petite plaque là-bas, là, Oui. au milieu du chemin, une plaque d'eau, là. Oui. C'est là qu'il passe. Parfait, OK. Fait que si tu le vois, là, qui sort, puis il a l'idée de rentrer en bois, lâche un cri. Ça va le figer. Fait que quand il va figer, là, empare-toi, puis mets-y ça dans l'épaule, puis paf, lâche le coup. Parfait, mon chum. On se voit. On se voit pour souper. Oui, oui. Oubliez-moi pas, là. Là, on t'oubliera pas, Mario. Non, 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 non. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que notre caméraman vient de faire sa shot? C'est beau. C'est beau, Nicolas, je pense que t'as fait... Oh oui, non, c'est correct, il n'y aura pas besoin de temps supplémentaire. C'est mon chum! C'est mon chum. Puis, c'est pas plus, c'est fort, là. Ça, Nicolas, là, va te faire une belle cadette. Là. Ça, là, tu vas mettre ça sur une plaque. Puis ça, ça va être ton premier chevreuil. Ça va te donner la chance. Ouais. Ouais. Après un très beau tir de notre réalisateur, c'est au tour de Nicole de vivre l'expérience du Buck Fever. Yes! Oh, palais. On va attendre un petit peu. On va le laisser s'apaiser. Oh là là.
Yes! Mon premier depuis longtemps. Hey, un beau 8 pointes. Hey, je suis contente. J'ai eu une belle femelle. Hey, Mario! Hey! Tabarouette! Tu es content? Oui. Hey, c'est un beau tir à part de ça? Plein Ouais. coffre en plus. Elle n'a pas dû faire ben long, hein? Ben, parti du chemin, parce que 75 pieds. 75 pieds. C'est ce qu'on aime, une belle shot propre. Tabarouette. Hey, on va vider ça. Ah oui. Non, on va vider, il va vider. Il va vider ça, on va y Il faut tenir. voir ça. Une autre belle journée de chasse qui se termine pour nous sur l'île d'Anticosti. Et on est en décembre, donc effectivement, c'est pas chaud. Et il faut faire attention parce que, surtout aux extrémités, on peut même provoquer des engelures en plus d'être très inconfortable. Il faut être bien vêtu, bien équipé. Pour ma part, ce que j'utilise pour vaincre ce froid-là, l'équipe de tournage l'utilise au complet, question d'être confortable et performant. On commence par une bonne sous-couche, à partir des bas, aller jusqu'à la tuque. Vous le savez, de mon côté, c'est Hypnose que je porte. La série Polartec, la série Rafale, qui est celle qui est faite pour le froid, fait incroyablement bien le travail. Ensuite, on utilise de notre côté les ensembles de chasse de Nature Mania, l'ensemble pour hiver. Et je me permets même, à cette température-ci, de me rajouter une épaisseur de polar au niveau des jambes supplémentaires. En même temps, ça fait pas de bruit quand les jambes bougent et frottent ensemble, donc ça me donne un bon coup de main. Déjà que la neige fait un petit peu de bruit si je veux me déplacer dans des sentiers. Ensuite de ça, bien évidemment, les supports au niveau accessoires, les chauffe-pieds, les chauffe-bottes, les semelles chauffantes de Thermacell qui sont un incontournable. Hein. La minute que je commence à avoir un petit peu trop froid, donc j'ai déjà une sous-couche qui sort l'humidité. La semelle chauffante me donne un bon coup de main. Chauffe-main, je vais plus avec les petits sachets là, qui durent quand même assez longtemps, mais on a maintenant des moyens technologiques beaucoup plus avancés. Les chauffe-mains de Thermacell font très bien la job. Et j'ai également les chauffe-poches, oui, ils ont appelé ça chauffe-poche, je le sais. Les chauffe-poches de Thermacell qui font très bien le travail aussi. Regardez la surface, ça me permet de les mettre dans ce sens-là, dans le fond de mes poches, et de venir me mettre le dessus des doigts. Question de me réchauffer un peu les doigts. Donc, bien habillé, bien équipé et des chauffe-poches. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau, chauffe-poche. Je vous quitte, je m'en vais me réchauffer. C'est ce qui met fin à notre séjour de chasse à Anticosti. Je demande aux principaux intéressés, avez-vous aimé ça? On a adoré ça. On a eu du fun. C'est sûr que le principal de l'activité, c'est la chasse. Évidemment, on est dans un endroit qui est fantastique pour ça. Mais par-dessus tout ça, c'est l'expérience qu'on vit avec les amis, avec la famille, comme ça. Et la relève, mon réalisateur Nicolas Tivierge, qui faisait partie de notre groupe de chasse cette année, c'était génial. Et cette année, on avait un bel ingrédient aussi. Mon ami Yann, qui nous a guidés, qui a fait un excellent job. Gênez-vous pas à le demander. Il est pas de trouble. Il embarque dans le groupe avec nous autres, puis il a du fun. C'est génial de venir en Anticosti comme ça pour avoir l'opportunité de voir autant de bêtes, de faire des chasses qui sont particulièrement faciles. On va se le dire, il y a beaucoup plus de bêtes ici que sur le continent. Et de pouvoir le faire avec une gang comme vous autres, moi, je vous remercie parce que j'ai passé un très beau voyage, principalement grâce à vous autres, par-dessus la chasse, par-dessus les chevreuils. C'est une expérience fantastique. Je vous le souhaite de le vivre. Allez-y avec la famille et avec les amis, vous allez avoir du fun. Paul Thibault, comment ça va? Ça va bien, Martin? Ça fait longtemps? Ben, ça fait un petit bout, là, ça fait un petit bout. Écoute, j'avais une demande bien précise pour toi cette semaine. Il y a beaucoup de demandes pour l'arme usagée ces temps-ci. Les temps sont un petit peu plus rough financièrement, puis on se vire souvent vers cette solution-là. Et malheureusement, il y a quelques guet-apens si on achète n'importe où sur les petites annonces. Je te donnais l'exemple d'un calibre WSM, par exemple, le canon pourrait être brûlé complètement. Je dis, tabarouette, les amants de la nature, ils en ont tout le temps en main de l'usager. Puis vérifier, si je ne me trompe pas. Oui, Martin. Quand on a fait l'achat d'un arme usagée, c'est certain qu'on l'a fait vérifier. J'ai un armurier qui va la prendre, va la vérifier comme il faut. Si elle n'est pas en état, c'est sûr qu'on n'achète pas. Fait que, non, ils sont tous vérifiés de A à Z. Martin va être certain qu'ils sont encore le potentiel de tirer, là, finalement. Rapidement, là, qu'est-ce qui peut être dangereux sur un arme qui n'est pas vérifiée? Qu'est-ce qui peut m'arriver?
Ben, ça dépend. Le verrou, s'il y a du lousse dedans, si... Tu peux quand même avoir des éclats de feu qui sortent de côté. Oui, c'est ça, pour le feu, pour que justement que la poudre te revienne d'en face, des affaires de même. Surtout le canon, c'est l'intérieur du canon. Le verrouillage du canon aussi, il est comme lisse à un moment donné. Le tir sera plus précis. On peut blesser une bête. Il y a des possibilités de blessure par le mécanisme qui peut carrément... C'est pas ça avec tous les armes usagées, mais c'est des raisons pour lesquelles je veux m'assurer, un peu comme un véhicule certifié chez un concessionnaire. J'achète un véhicule usagé, mais qui a été checké de fond en comble par une personne qui connaît ça. Mais là, tu as beaucoup de choses dans l'usager, dans le sens qu'on n'est pas juste dans l'arme générique. D'abord, on va parler de l'arme générique, l'arme usuelle et coutumière. Oui. On en retrouve chez vous sur une base régulière. Oui. Souvent, Martin, aussi, le client arrive, veut faire un échange. Des fois, l'arme n'a pratiquement pas tiré. Comme tu vois, comme celle-là ici, c'est presque flambant neuf, ça. Oui, oui. Souvent, les gens vont payer sur une arme neuve, là même, c'est certain, dépendamment du prix. Mais souvent, comme ça vaut à peu près 250 sur le marché. Vous payez autour de 200 mais elle est neuve, finalement. Ben, c'est ça, là. Je veux dire, c'est presque pas utilisé. Petite 22 semi-automatique, très intéressante, synthétique. Une belle première arme, entre autres. Exactement. Puis on saute quand même pas mal dessus. Et ça arrive souvent là, que tu as des modèles un petit peu plus classiques sur le marché, des Gold Medallion, des trucs. On a tous les calibres aussi, Martin. C'est sûr qu'on essaie d'en avoir le plus souvent possible quand on est capable d'en avoir. C'est sûr qu'il y a des périodes, des fois on en vend plus, on en a moins, des fois on en a plus, on en vend moins, mais on essaie de toujours avoir un bon choix quand même. Là. Mais ça vaut la peine des fois de peut-être attendre un petit peu plus longtemps après son calibre, sauver un peu de sous, puis s'assurer que j'ai une arme qui a été vérifiée. Quand je sors de chez vous avec une arme qui est, somme toute, qui est sécuritaire. En plus, je vais avoir sauvé quelques dollars dessus. Ça, c'est super intéressant. L'autre marché que, moi, je pense que c'est un petit peu un dada de ton côté, puis j'en vois souvent quand je vais chez vous. Tu as quelques armes d'exception, si on peut le dire comme ça, des armes de collection. C'est ça. J'ai une Remington entre les mains. C'est une Remington à pompe qu'on voit pas tous les jours. Ça, c'est très rare, Martin. Vois-tu, ça date des années 40. Ça. Puis tu vois, comme elle est très, très, très pop. Oui. Souvent, les gens arrivent, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans que ça n'a pas servi. C'était dans un coffre serré, puis vois-tu, c'est comme neuf. Et c'est des calibres plus rares un peu. Si on parle d'une 30 Remington. Le calibre de 30? Oui, 30 Remington. Ça ressemble un peu à une balle de 30-30. Oui, dans les proportions à peu près. Là, écoute, t'en as une qui... Ça, on recule beaucoup. On recule loin, le Martin. Là, on parle. Oh, oui. Ça, c'est un calibre 38-55 à levier. Ça date de 1904, cette arme-là. 1904? Ouais. C'est un peu des armes que, pour les collectionneurs, si on veut, c'est sûr que ça a l'air... C'est vieux, mais ça a l'air des fois, mais il ne faut pas trop toucher. Quand c'est une arme de collection, il ne faut pas trop la modifier, sinon on va perdre la valeur un peu. Bien, de toute façon, on collectionne souvent ça pour l'histoire que ça qui vient avec. Dans ces temps-là, de quelle façon ça fonctionnait, les différentes... les cartouches qu'on tirait n'étaient pas les mêmes, les calibres n'étaient pas les mêmes, les mécanismes n'étaient pas les mêmes, ou du moins, c'était des mécanismes qu'on a améliorés aujourd'hui qui sont très différents. Juste tantôt, tu as vu comment j'ai appris de temps avant que je finisse par descendre la glissière du pompeux. Là. Ça, Martin, on trouve encore des balles de ça. Là. Oui, bien, c'est un arme à levier, c'est un lever action qui ressemble beaucoup au Winchester 30-30 qu'on connaît. Donc, c'est un petit peu l'évolution de ce qu'on a aujourd'hui. Très intéressant de ce côté-là. Un autre registre dans lequel... Le registre, j'ai collé sur le mot registre. Un autre domaine dans lequel ça va bien de ton côté aussi. Tu es un de ceux à Québec qui tient beaucoup d'armes de poing. Oui. Et évidemment, là-dedans aussi, tu as quand même un bel inventaire d'usagers. Oui. Mais aussi, on peut faire des bonnes affaires. Oui. Tu m'as amené quelque chose, entre autres, ici, qui est quand même du haut de gamme. Là. Oui, c'est un Kimber, ça, Martin. C'est très, très bien coté, ces armes-là. Puis, vois-tu, c'est une arme que tu vois sur le marché présentement, c'est aux alentours de peut-être 1200 une arme comme ça. On va voir ça pour 300-400 de moins. Là. Ça n'a pratiquement pas tiré, c'est comme neuf. C'est un 45, très beau calibre, très belle arme. C'est quand même un format qui est très connu, qui est très célèbre. Ça, c'est le modèle Custom 2 Target de Kimber, Martin. Donc, très, très beau modèle. Oui. J'ai quand même des sous à sauver là-dessus. Oui. Rapidement, écoute, trouver des choses comme ça de façon abordable. Regardez-moi, je vais me permettre, regardez-moi la pétoire. Ça, c'est à ton goût, ça, Martin. Ben, je sais pas, t'as ça dans les mains, c'est comme, tu sais, petit gars par cowboy indien, là, t'es dans le métal. Là. On est dans le gros par-par. C'est sûr que ça prend un bon poignet, Martin. Ah, ben écoute, les petits gars, là, on passe à d'autres choses. Oui, effectivement. Ça, Martin, Ruger, OK. Modèle Red Hawk. Ça, c'est la même chose. C'est comme neuf. Ça a pratiquement jamais tiré. Encore des gros sous à quelqu'un qui est intéressé à ça. Il va sauver beaucoup d'argent, là.
Hey, c'est encore en parfaite condition, c'est super. Je veux dire, regarde, ça a été vérifié aussi, mais très certainement entretenu aussi de ton côté. Donc, on a relubrifié tout ce qu'il y avait à lubrifier. Important dans des armes plus compactes que les armes longues. On passe au travers d'autres armes. Rapidement, il nous reste à peine 30 secondes. C'est une arme usagée, c'est aussi Martin. C'est plus vieux, sauf que comme ça a été inspecté, c'est un 22 tout simplement. Oui, c'est un Buckmark. Ils le font encore. C'est des anciens modèles, ça. Ça tire très bien encore. Morale de cette histoire, les amants de la nature, il faut passer par chez vous pour avoir des armes qui sont vérifiées. Une question de sécurité pour vous, puis le gibier sur lequel vous tirez aussi en termes de justesse de tir. Guy-Paul Thibault, un gros merci. Merci beaucoup. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, on parle des cuillères Wobbler avec la gang de chez TIC. Bref, avec Danny. Manquez pas ça. Danny Hébot, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. On est à la pêche, une belle température. Tout à fait. On a commencé la journée, c'était un peu nuageux, petite pluie. Sauf que là, le soleil vient de se montrer, donc on est vraiment dans des conditions idéales de pêche. Et là, aujourd'hui, on utilise et on va expliquer la gamme Clear Wobbler de Éthique. Donc, la Éthique Clear Wobbler. Parce qu'il y a plusieurs colorations, il y a plusieurs épaisseurs. Je t'écoute. D'accord. Écoute, Martin, effectivement, il y a plusieurs colorations. Comme tu vois, ce matin, on est arrivé, c'était sombre, puis il y avait une petite pluie. Alors, à ce moment-là, on a choisi une Clear Wobbler un peu plus foncée de couleur. Donc, si tu prends effectivement celle-là. Comme ça. Parce qu'elle était adaptée, si on peut dire, là, à la température et à la clarté qu'on avait. Tu as utilisé l'autre qui a un petit peu plus de jaune dessus. Ces deux cuillères-là ont été très productives ce matin. Là, présentement, il est autour de 11h30. Le soleil vient de se montrer. Donc, on va devoir changer notre cuillère pour une cuillère un petit peu plus voyante, donc qui réfléchit un peu plus au soleil. La Hare, évidemment, qui est une cuillère tout à fait adaptée là, lorsque le soleil est là. Et puis, comme tu peux voir, la cuillère, celle-là, c'est une cuillère de surface. Oui, bien, j'allais te demander, pourquoi on utilise une Clearwater par rapport à une Toronto Wobbler, par exemple? Bien, parce qu'elle, c'est vraiment une cuillère de surface. Et son action est différente d'une Clear Wobbler. Cette action-là, c'est comme une feuille qui tombe, je te dirais, à l'automne, alors que la Toronto Wobbler, elle va tourner sur elle-même. Donc, c'est une action qui est vraiment différente. De plus, la Clear Wobbler est plus légère que la Toronto Wobbler, ce qui fait qu'elle va demeurer en surface, dans à peu près 6 pouces d'eau, 4-5-6 pouces d'eau, puis souvent sur le dessus de l'eau. Lorsque le poisson est en surface, c'est la bonne cuillère à utiliser. Par contre, si le poisson est un peu plus profond, donc qui est autour de, mettons, entre 8 et 12 pieds d'eau, on peut utiliser une Clear Wobbler, mais ce qu'on appelle une double épaisseur. Il y a vraiment, il y en a une ici, par exemple. Là. Il y a vraiment, même dans la même coloration, si je prends deux noirs, il y a vraiment deux types d'épaisseur complètement différents. Tout à fait. Et le poids est un peu plus que 2 fois celle que la plus légère. Donc ça permet d'atteindre une profondeur entre 8 et 12 pieds d'eau, tout dépendant de votre vitesse de traîne. La vitesse de traîne est très importante. Lorsqu'on traîne trop rapidement, le leurre a tendance à vouloir remonter à la surface. Alors, il faut vraiment bien adapter notre vitesse. Donc, c'est les deux pesanteurs ou les deux grosseurs qu'on a. La forme de la Clear Wobbler peut aussi varier légèrement. Donc, elle peut être un petit peu plus mince et ressembler plus à une feuille de saule. Donc, l'action, encore là, est différente. La vibration de la cuillère est différente. Et, évidemment, c'est un leurre de surface. On l'utilise strictement pour pêcher à surface. Je te dirais qu'il m'arrive de l'utiliser en profondeur, mais j'ai besoin d'aide pour faire ça. Donc, je vais utiliser là, un marcheur de fond qui va me permettre d'atteindre la profondeur que je veux avec l'action de cette cuillère-là. Et écoute, j'ai fait des très belles pêches avec ça. Bien, parlons-en justement des montages. Tu me parles de marcheur de fond. Le montage classique de la Éthique Clear Wobbler est un peu le même que la Éthique Toronto Wobbler, c'est-à-dire la cuillère par elle-même, un hameçon président, un verre sur le bout de ça. Ça, c'est le classique. Il y a d'autres façons d'utiliser.
Oui, vous pouvez l'utiliser. Écoute, moi, je l'utilise en chapelet. Tu peux en mettre, mettons, 2 ou 3, une en arrière de l'autre, pour encore atteindre des profondeurs de très grande profondeur, créer un effet de flash, on peut dire, pour attirer le poisson. Je vais utiliser ça plus à la grise, on peut dire, pour la truite grise. Oui. Tu peux l'utiliser avec un trépied, mais quoique c'est plutôt rare ici au Québec, mais si on s'en va plus vers l'Ontario ou dans l'Ouest canadien, le trépied est de mise. Eux, la pêcher avec un hameçon président, ils ne connaissent pas ça. Et c'est assez comique parce que quand on a présenté nos cuillères sans trépied, ils disaient il y a un défaut de fabrication à cette cuillère-là, il n'y a pas de trépied. Donc effectivement, on peut varier grandement l'utilisation de cette cuillère-là. Puis, on entendait parler, lorsqu'on est arrivé, la pêche qu'on est en train de faire aujourd'hui, lorsqu'on est arrivé, on entendait les pêcheurs nous dire « la truite tape sa cuillère, la truite tape sa cuillère ». Et c'est des moments où est-ce que justement, lorsqu'on livre une Toronto Wobbler en magasin, une éthique Toronto Wobbler en magasin, il y a le trépied dessus. C'est pour cette raison-là, c'est parce que c'est une méthode de pêche qui est utilisée. Exact. Est-ce qu'elle peut attaquer? Parce qu'on réplique, si on prend par exemple les colorations comme on utilise aujourd'hui, bien, dépendamment de quel sens la cuillère est vue, on remarque qu'il y a quand même un bon petit bout de blanc dans le bas. Donc, exact. on a une bedaine de poisson, là. Exactement. On a une bedaine de poisson. Alors, on peut l'utiliser comme flash pour attirer le poisson vers l'appât réel qui va être notre verre au bout. Mais elle peut passer pour l'appât, littéralement, dépendamment comment on l'utilise. Absolument. Et d'ailleurs, comme on dit dans l'Ouest canadien, c'est vraiment leur technique de pêche. C'est de pêcher avec un trépied. C'est leur seule façon de pêcher, je te dirais. Puis ils n'en voient pas d'autres, c'est correct aussi, là. Mais nous, c'est vraiment culturel. Je te dirais, c'est beaucoup plus à l'est du Québec, dans l'est du Québec, qu'on utilise cette technique-là avec l'hameçon président. Au niveau de l'étendue des couleurs, disons qu'on a quelques échantillons ici, mais on a autour, je te dirais, d'une quarantaine de couleurs différentes. La grosseur est similaire, c'est l'épaisseur qui va jouer. Mais écoute, on a nickel, copper, on a de la nickel avec... oups, je viens d'avoir une touche. On l'a avec des types de différentes grosseurs. Encore un autre touche, je m'excuse. attaqué en pleine entrevue. Ouais, mais je te dis que j'ai vraiment, là... Ah oui, je l'ai. Tu l'as? Bon, ben, écoute, belle preuve que la Clear Wobbler de Éthique fonctionne très bien. Tout à fait. Écoute, je te laisse ramener ton poisson. Good. Je te remercie. Merci à toi. Beaucoup de colorations, de toute façon, disponibles en magasin. Absolument. Puis les conseillers en magasin vont être capables aussi de vous donner un peu des trucs de comment l'utiliser. On continue à profiter de notre pêche. Oui, monsieur. Danny, merci beaucoup. Merci. Good. Wow, des beaux coups de tête, Martin, je vais te dire. Wow! Ça, par exemple, j'aime ça. Faut qu'on fasse une chronique sur la cuillère pour que ça attaque sa cuillère, hein? Ouais. Montre-moi ça, va. Ouais, Hey. regarde. Ben oui! Belle taille! Wow! On va dire, wow! Une belle petite truite. Oui, monsieur. C'est une truite. Ben, je te dirais que c'est dans les plus grosses qu'on a pris aujourd'hui, là. Génial. Hey, c'est vraiment une belle grosseur. Mon ami Louis, félicitations. Je suis en train de lire mon sentier chasse et pêche et cette semaine, l'article que je choisis, c'est pas un article, c'est carrément l'éditorial du rédacteur en chef, Louis Turbide, que je salue. Écoutez-moi bien le titre. Politique de République de bananes. Yes! On parle évidemment de tout ce qui se passe alentour du registre des armes d'épaule et Louis s'attaque directement aux élus dans l'aberration de leurs propos et de leurs positions. On parle de positions qui sont beaucoup plus en apparence de sécurité qu'en action réelle. Prends des exemples comme, j'en parlais en début d'émission, c'était des propos empruntés à Louis, à l'amnistie qui a été reconduite par Harper de 2006 à 2015, si je ne m'abuse, qui passait le transfert d'armes à feu non réglementaire ou non obligatoire à l'enregistrement et notre gouvernement qui s'acharne à aller rechercher ces données-là qui donneraient absolument rien. On y va de plusieurs autres exemples comme l'immatriculation des voitures et l'inutilité de cette immatriculation-là dans les moyens pour contrôler, par exemple, l'alcool au volant. Ça ne fait pas de sens, ça ne va pas ensemble. Le véhicule, la voiture n'est qu'un véhicule. Il y a un individu derrière ça, comme un arme à feu. C'est un individu qui est derrière un objet. Qu'il soit immatriculé ou pas, ça ne change absolument rien dans l'intention de cet individu-là. Pour le reste, je vous laisse le lire. Mais politique de République de bananes, fallait avoir les boules pour aller avec. Félicitations, Louis. Je vous laisse le lire. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec.
Pierre Tremblay, quelle belle façon de débuter la nouvelle partie de la saison. Avec toi, mon ami, comment ça va? Très heureux d'être là. Je vais très bien, Martin. Ça se passe très bien. Il n'y a pas juste toi qui va très bien. J'ai entendu dire que les ventes globales chez vous, ça allait super bien. Des félicitations à te faire à l'ensemble des concessionnaires Chrysler. Oui, tout à fait. Écoute, c'est la première fois de l'histoire. En 95 ans d'histoire, Chrysler a finalement terminé premier au volume des ventes au Canada. C'est impressionnant. Écoute, ça a été GM pendant des années. Ça a été Ford depuis peut-être les 7 ou 8 dernières années. Et maintenant, écoute, rien ne s'est plus vendu que les produits de Fiat Chrysler au Canada. Tu sais, quand des utilisateurs finissent par reconnaître l'efficacité de ta gamme, puis la durabilité de ta gamme, puis à les mettre au devant, en plus des prix, consommation, au niveau de la capacité de traction, capacité de chargement, tout ce que vous avez été chercher dans les dernières années, je pense que la récompense est là. Puis c'est un peu en même temps le signal de la population, des utilisateurs, fait comme... Le message a passé, vous aviez raison, ça toffe, ça boit pas beaucoup, puis c'est très efficace. Ça, c'est pas mal génial. Et le look? On look, s'entend, le look est merveilleux. Les promotions sont toujours extrêmement agressives. Alors, écoute, depuis que c'est devenu FCA, depuis que Fiat a mis l'épaule à la roue et a participé au sauvetage de Chrysler, évidemment, on a une manufacturier qui est extrêmement agressif. Donc, on voit le résultat. Puis là, une vogue qui reprend, j'en entends beaucoup parler, c'est le diesel. Puis le diesel, pas seulement que dans la grosse camionnette, il y a des petits formats d'utilitaires sport qui utilisent le diesel de façon très efficace. Absolument. Écoute, pour l'instant, évidemment, notre fameux moteur éco-diesel, écoute, qui a encore été reconnu. Le magazine Ward est le magazine qui cote et qui est la sommité pour coter les moteurs de l'industrie d'automobile. Et Ward a décrété que le moteur éco-diesel que nous utilisons dans nos Ram et dans nos Grand Cherokee est un des 10 meilleurs moteurs au monde. Alors, c'est pas rien. C'est un excellent moteur, mais c'est surtout un moteur extrêmement économique. Écoute, Martin, j'arrive du Lac-Saint-Jean, je suis allé à mon chalet là, le week-end dernier. C'est 8,9 litres au 100, aller-retour. Des petites sous-compacts pour ça? Puis pas à 90 km. Là, dans le parc des Laurentides, on peut y aller jusqu'à 115. Bon, alors, sans aucun problème. Ben, je trouve que c'est très sécuritaire, on se comprend. Oui, absolument. Il y a une tolérance, alors on est capable de faire du 110, 115. Donc, 8,9 litres. Écoute, les petites voitures 4 cylindres sous-compacts, là, quand ils réussissent à faire du 7, du 8, oui. C'est déjà impressionnant. Alors, que ce soit le Ram ou le Grand Cherokee, on est capable d'avoir des cotes de performance comme ça. C'est impressionnant. Et là, pour le chasseur, le pêcheur, là où ça devient intéressant, c'est que utiliser la technologie diesel, ça me permet d'avoir une certaine capacité de traction supplémentaire. Si j'ai du stock à traîner, je peux me permettre de charger. Ça a ce torque-là supplémentaire qui est souvent nécessaire à nos activités ou à notre travail, passer sur des terrains qui sont plus accidentés. Puis j'ai d'un autre côté un véhicule qui, je fais des grandes distances sur des routes accidentées, bien, ne me coûtera pas la peau des fesses parce que je m'en vais dans le coin du 50e parallèle à la pêche, je pogne ma truite mouchetée indigène, je vais revenir avec quelque chose qui va avoir été efficace, sécuritaire, c'est quoi, il me reste de l'argent dans les poches. Ça, c'est super trippant. Tout vrai. Tout vrai. Le couple d'un diesel, c'est ce qui fait sa renommée. Les gens font le saut à chaque fois parce qu'ils nous posent la question à savoir est-ce que je vais avoir assez de pédales par rapport, exemple, à un MI. Écoute, c'est extrêmement impressionnant. Et dans le Grand Cherokee et dans le Ram 1500, c'est extrêmement impressionnant. C'est formidable. Il faut essayer ce moteur-là. Là, il y a des trucs qu'on donne souvent. Les concessionnaires vont donner des trucs à leur entourage proche, à savoir quand acheter des machines. C'est quand le temps? On est plusieurs là, à regarder pour changer nos camionnettes. Puis on sait, l'achat d'une grosse camionnette, c'est quand même onéreux sur le coup. Pas que c'est cher pour ce que ça nous donne, mais c'est onéreux. On cherche souvent les hotspots pour aller acheter. Quand est-ce que ça se passe, ça? Écoute, évidemment, il y a tout dépendant des temps de l'année. Évidemment, lorsque les inventaires sont grands, faut qu'on roule notre stock. Oui. Exemple chez nous, en février, il y a des aubaines à faire parce que on a des véhicules 2015 qui restent à liquider et on fait une promotion. En février, c'est le mois pour sortir nos véhicules 2015. On en a 140. On travaille pour sortir et on parle de Ram, on parle de Grand Cherokee, on parle de Jeep Cherokee qui est un succès phénoménal. Évidemment, les caravanes et tout ça. Mais pour nos amis
comme nous sommes chasseurs-pêcheurs, tous nos véhicules qui sont adaptés pour aller en forêt, on a on en a un inventaire. Puis écoute, oui, février, c'est un mois exceptionnel parce que ces véhicules-là, il faut qu'ils partent et j'invite les gens à en profiter. Mais tu n'as carrément pas intérêt, toi, en tant que concessionnaire, à les garder dans ton inventaire. Ça pèse lourd sur un inventaire. Tu as à les sortir. C'est pas juste une grande théorie marketing, c'est juste le bon temps pour les gens qui ont des changements à faire, à venir, à passer voir qu'est-ce qu'il y a en inventaire. Puis généralement, quantité de véhicules, tu me dis 140, 144? 140, c'est le temps. Il y a une grosse chance qu'on trouve ce qu'on a besoin. Moi, c'est sûr que je vais passer le voir parce qu'il y a quelques véhicules qu'il faut que j'essaye là-dedans de toute façon. Pierre, tu es toujours le bienvenu en studio. Merci. Je te remercie de ton Je reviendrai. passage. Oh oui, tu vas revenir. Tu n'auras pas le choix d'en revenir. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, j'apprends un nouveau mot avec Suzanne Nature, la clinton. Regardez ça après la pause. Partez à l'aventure en toute sécurité avec le groupe JD Bois-Châtel, à 1 minute de Québec. Suzanne, on est aux abords d'un véritable tapis d'une plante qu'on connaît tous visuellement, mais on ne la connaît pas foncièrement. Je te présente la Clintonie boréale. Tu vois, je connaissais même pas le nom. En fait, le genre de la plante était dédié à un naturaliste américain qui s'appelait DeWitt Clinton au 18e siècle. Donc, le mot Clintonia et borealis qui veut dire le nord. Donc, c'est une plante là, qui va vraiment tapisser la forêt boréale. C'est une plante qu'on retrouve là, dans les forêts mixtes, dans les forêts, même des endroits où il y a des tourbières, des pessières. Donc, c'est une plante vraiment caractéristique du nord, des sols humides aussi. Donc, c'est une plante facilement reconnaissable justement par ses feuilles d'un beau vert luisant tendre. Alors, la plante qu'on voit ici... On a beaucoup de pollen dessus qui fait qu'ils sont un petit peu métissés. Effectivement. Donc, habituellement, on dit aux gens de ne pas, arracher la plante, même si parfois les gens savent que la feuille, lorsqu'on la froisse, elle fait un drôle de son d'ailleurs. Oui. La feuille, lorsqu'on la froisse, son odeur, qui ressemble un peu à une plure de banane qui n'est pas mûre encore, là, on l'utilise comme un chasse-moustique qui dure à peu près 30 minutes. Non, c'est vraiment efficace. Ça fonctionne réellement. Ça fonctionne aussi bien que de la citronnelle fonctionne bien. Donc, je te passe la feuille pour que tu puisses sentir. Oui. C'est vraiment particulier. Ah, c'est vraiment la banane pas assez mûre, là. Puis, à me voir les mains, je vais peut-être l'utiliser un petit peu. Oui, alors il faudrait vraiment extraire le jus de la feuille. On la pressera tout à l'heure. Effectivement. Parce qu'on n'arrachera pas plus que Non, parce qu'on fait vraiment attention parce que c'est une plante là, qui a une croissance vraiment très, très lente. Donc, on va regarder la plante comme telle. Elle a de grandes feuilles à la base, on appelle ça des feuilles basilaires. Des fois, ils peuvent être 3, 5 feuilles à la base, comme ça. Il n'y a pas vraiment de tige. Ce qu'on voit ici, là, c'est la hampe florale. Ce n'est pas la tige. Et au bout de la hampe florale, on voit de petites fleurs d'un jaune verdâtre. Donc, parfois, on peut en retrouver 2, des fois 4, 5. Alors, c'est vraiment très, très particulier. Et une fois que la fleur meurt, à l'automne, on retrouve un fruit bleu qui n'est pas vraiment comestible parce qu'il y a une odeur très désagréable en bouche. Donc, c'est une plante qui est considérée plus comme toxique. Par contre, cette plante-là, elle pousse à l'aide justement de ces graines-là, les graines qui viennent du fruit. Oui. Et ça met jusqu'à 2 ans avant de germer. Ça veut dire que ça leur prend au moins un hiver pour se stratifier. Par la suite, elle va tranquillement faire son système racinaire. Effectivement. C'est une des raisons pour laquelle on ne prend pas 50 feuilles pour chasser les bébites. Non, c'est mieux de se traîner notre citronnelle ou notre anti-moustique. Donc, cette plante-là, elle se reproduit par les graines et aussi par les rhizomes. Donc, les rhizomes sont horizontales et il va émerger toute une colonie très homogène. Donc, c'est comme s'il y avait plusieurs clones de la même plante qui a germé au départ. Donc, ça peut aller sur plusieurs centaines de mètres. C'est vraiment très, très, très distinct. Là, on voit vraiment que ça tapisse le sol. Ça explique aussi sa structure monopodiale, hein, parce que toutes les feuilles partent de la base du rhizome et non pas une grande tige avec plein de feuilles. Donc, on l'appelle monopodiale à l'instar des plantes de structure sympodiale qui vont avoir plusieurs pieds sur lesquels vont partir des feuilles parce qu'elles partent d'un rhizome et ça permet justement cette colonisation-là. Et on dit, en fait, que
à partir du rhizome, les nouvelles tiges partent. Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de tiges comme telle. C'est presque que ça part directement sur le rhizome, puis c'est une minuscule petite tige. Et après ça, on a les feuilles à la base et la hampe florale. Donc, j'ai déjà entendu, moi, des chasseurs du Témiscamingue qui nous disaient moi, là, j'ai pris les rhizomes là, de cette plante-là. Ouais, la plante à ours. Ouais, j'ai frotté ça sur mes pièges, puis ça a attiré les ours. C'est peut-être du domaine du folklore, mais quoi qu'il y en a qui l'ont essayé, là. Mais il y a quelque chose d'autre dans le folklore par rapport à cette plante-là. On parlait pas des couleuvres. Oui, on l'appelle la plante à poison à couleuvre. Pourquoi qu'on l'appelle comme ça? Parce que souvent, quand les couleuvres vont essayer d'ingérer des crapauds, oui. Donc le crapaud se défend, il y a, après ses vésicules, puis il y a un venin. Et puis quand la couleuvre crachait le crapaud pour comme se détoxifier, on disait dans les légendes Micmac, dans les contes Micmac, que la couleuvre s'enroulait rapidement en cercle alentour de la Clintonie boréale, comme pour lui transférer son poison. Mais c'est vraiment juste une légende. Oui, c'est probablement que la pauvre petite couleuvre agonisait, puis elle a trouvé quelque chose alentour de quoi se construire pour essayer de continuer à sortir le crapaud ou les restes du crapaud de là. Mais très belle plante, très, très, très belle plante. Très, très belle plante, mais d'ailleurs, il faut vraiment faire attention, compte tenu que c'est une plante qui met beaucoup de temps à germer puis à grandir. Puis aussi, il faut préciser que cette plante-là, les cerfs en raffolent. Donc, le chevreuil va vraiment aimer cette plante-là. Pâturage. Oui, en pâturage. Donc, la même chose qu'avec les trigues. Donc, c'est une plante qui est très convoitée par le chevreuil. Et puis, c'est vraiment une plante à découvrir. Donc, en saison printanière ou même à l'automne. Puis, les fruits bleus, à ne pas consommer, c'est pas des bleuets. Non, puis on se le demande souvent. Clintonie boréale. On a maintenant un nom sur ces grands tapis de belles feuilles luisantes-là qu'on voit à l'année longue. Donc, écoute, un gros merci encore à toi. Ça fait plaisir. Clintonie boréale, je m'en suis souvenu. Merci beaucoup, Suzanne, tu m'apprends tellement de nouveaux mots. Ça parfait ma culture. C'est déjà tout pour nous cette semaine. On n'oublie pas d'aller signer la pétition, évidemment, contre le registre des armes à feu sur le site web de l'Assemblée nationale, adresse qui se trouve sur notre Facebook, donc le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Vous vous rendez aussi sur Facebook sur Tous contre un registre québécois des armes à feu. Il y a toute l'information nécessaire là-dessus. On surveille d'autres choses en fin de semaine. Plusieurs soirées. Stéphane Monette du côté de Saint-Pamphile le 6, donc samedi. Vendredi, Chasse au Maniac est à Sherbrooke, également Saint-Gervais-de-Bellechasse. Samedi, Chasse au Maniac aussi, Granby et du côté de Saint-Ubalde. Alors que notre ami Norman Burns, le 5 février, ce qui est vendredi soir, est du côté de Québec, et le 6 février, samedi, du côté de Saint-Hilarion. Rendez-vous sur notre Facebook. On a des billets à faire tirer, donc venez gagner vos billets, assister à ces belles soirées gratuitement. À la semaine prochaine. Oui, monsieur. Oh, yes! La première de la journée. Hey, tabarouette! Ouais, je te dis, c'est beau. Hey, attends une minute, là. Tabarouette, la belle truie. Pogne-nous ça. And then. Oui, Oh, monsieur. yes, ça! Oh, oui, elle est belle. Le beau poisson. Très, très belle à part de ça. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.